ce soir, notre événement est sous le thème de la biodiversité. Moi, je me présente, je suis Marie-Claudel, co-coordonnatrice du comité de Montréal. Puis, je vais aussi être votre animatrice ce soir. Donc, pour les nouveaux venus, c'est quoi Bistro Brain? On est un organisme à but non lucratif qui est né à Sherbrooke en 2017. Puis, notre but, c'est de diffuser la science à travers le plaisir. Comment on fait ça? Bien, avec des événements comme ce soir, de vulgarisation scientifique, pendant lesquels on boit une bière, on jase avec des amis et on rend ça, on joint l'utile à l'agréable. Donc, nos événements, c'est 4 présentations de 12 minutes. Il y a une pause au milieu. Puis, restez attentifs parce qu'il va y avoir un quiz à la fin. Ah, j'ai oublié. Après chaque présentation, il y a des périodes de questions de 5 minutes. Donc, vous pouvez vraiment interagir avec les présentateurs, leur poser vos questions. Ils sont disponibles pour vous. Puis, avant de commencer ce soir, on a un invité spécial qui a fait la route de Sherbrooke pour venir nous voir ce soir pour ce dernier événement de notre programmation, nul autre que notre directeur général, Alexis Thibault. Je vais l'inviter à venir donner un petit mot là, avant le début de l'événement sur la programmation de l'année dernière. Un gros merci, Marie-Claudel. Ben oui, c'est ça. Directement arrivé de Sherbrooke, Alexis Thibault en personne. On a vraiment joint l'utile à l'agréable. Et peut-être que Marie-Claudel ne l'a pas mentionné, mais ce soir, c'est le dernier événement de la programmation à Montréal. Et j'ai des statistiques pour vous. Je les ai ici même. Pas très loin. À main levée, c'est qui ici qui a sa première expérience de Bistro Brain? C'est quand même la moitié, la vue d'œil. Qui ici a été invité par une personne qui présente? OK, définitivement, il y a un fan club. OK. Donc, voyons, je l'avais, là. OK. Une chance qu'il y ait du bon Wi-Fi. Donc, pour la programmation de Montréal, on a eu plusieurs événements. On a eu des événements sur la santé mentale, des événements sur les drogues, des événements sur l'économie circulaire. On a aussi un événement à teneur plus santé et réadaptation. Et un dernier événement aussi sur les bactéries sous la loupe. Ce qui a mené le total de participation à 220 personnes qui se sont déplacées. Et ça compte même pas les visionnements en ligne parce que 2/3 des gens qui assistent aux événements présentations passent à travers notre chaîne YouTube. On a nos BNL, on veut rendre le savoir accessible, donc il n'y a vraiment pas de contraintes spatio-temporelles aucune au bon vieux mode vidéo. Et sinon, ben, globalement, Bistro Brain a fêté ses 8 ans cette année, donc un total de 7000 participations en tout depuis ses 8 ans de fondation, donc une belle moyenne de 1000 participations presque par année. Donc là-dessus, ben, je voulais aussi prendre un petit moment pour dire merci à l'équipe de Montréal, qui m'a permis de ne pas me déplacer comme je le faisais à chaque fois les 2 dernières années. Donc, merci à Marie-Claudel, merci à Zacharia, merci à Florence, merci à Barbara, merci à Lucille et Justine. Et aussi, merci bénévole spécial ce soir, Audrey, à l'accueil. Donc, là-dessus, ben, je souhaite, comme j'aime bien le faire, un bon Bistro Brain et merci de votre présence. Merci, Alexis. Pour ma part, ça a été une année là, vraiment riche en découvertes scientifiques et en rencontres. Je suis vraiment contente d'avoir passé cette année-là aussi avec la gang de bénévoles. Mon seul regret, c'est que je n'ai pas compris comment faire la technique aussi rapidement. Puis qu'on a eu besoin d'appeler Alexis quand même une couple de fois pour faire nos branchements. Mais à part ça, ça s'est super bien passé. Sur ce, j'aimerais aussi prendre le temps de remercier nos commanditaires pour la soirée, donc le Fonds de recherche du Québec, l'Association facultaire étudiante des sciences humaines de l'UQAM, la FESH, et l'Association facultaire étudiante de sciences politiques et droit de l'UQAM, la FESPED. Donc, merci. Puis, comme je vous l'ai dit tantôt, désolée. Puis, comme je l'ai dit tantôt, ce soir, on parle de biodiversité. Donc, je vais laisser la parole à Najet Gefradj, qui est la coordonnatrice du Centre de la science et de la biodiversité du Québec, le CSBQ, qui est notre super collaborateur pour la soirée. Voilà. Bonjour. C'est bon. Donc, je viens de faire mon petit speech live. Donc voilà, Najet Gefradj, je suis la coordonnatrice du Centre de la science et de la biodiversité du Québec. Et le CSBQ, c'est quoi? Donc, pour rappel, c'est un regroupement stratégique qui est soutenu par les fonds de recherche du Québec Nature et Technologie. Et donc, on réunit plus de 500 membres à travers les 15 institutions partenaires au Québec. Donc, que ce soit des chercheurs, des chercheuses, des étudiants, des étudiantes, ainsi que des postdocs.
Et on organise différents types d'activités, donc des événements, des formations. On a aussi des financements pour les chercheurs et les étudiants et les postdocs. Et parmi les activités, on organise aussi des activités de vulgarisation scientifique. Et c'est pourquoi je remercie Alexis et son équipe pour cette proposition de collaboration. Et aussi nos étudiantes, étudiants et postdocs qui sont portés volontaires pour participer à cette belle initiative. Donc voilà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, même s'il fait encore jour. Merci. Oui, il commence à faire clair tard maintenant. Donc, merci beaucoup, Najed, pour cette petite présentation du CSBQ. On va commencer avec notre première présentation de la soirée, qui va être donnée par Marie Launay, qui est étudiante au doctorat en sciences naturelles à l'Université McGill. Marie, elle va nous montrer comment des petits changements dans l'ADN de la morue peuvent entraîner des grands remous. Je vous invite à l'aider à briser la glace en l'accueillant chaleureusement. Ok. Bonjour, bonsoir, je ne sais pas trop. Donc moi, ce soir, je voulais vous parler de l'océan Arctique. Donc le paysage qu'on voit s'afficher là, personnellement, c'est un paysage qui me fascine depuis que je suis toute petite. Les conditions, elles sont vraiment extrêmes. Il fait hyper froid et pourtant, il y a de la vie qui s'est spécifiquement adaptée pour vivre dans ces océans-là. Et personnellement, je trouve ça fou. Donc cet écosystème, pour moi, il abrite un monde qui est fascinant, mais c'est aussi un monde qui est à l'heure actuelle en plein bouleversement. Donc je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis que le réchauffement climatique, il impacte tous les écosystèmes, mais celui-ci, il est particulièrement impacté vu qu'il se réchauffe quand même 3 à 4 fois plus rapidement que le reste de la planète. Donc c'est quand même assez alarmant. Donc voilà, maintenant que j'ai bien plombé l'ambiance, je vais me présenter rapidement. Donc oui, je m'appelle Marie Launay, je suis doctorante en biologie marine à l'Université de McGill. Ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que je suis là. Et donc oui, ce soir, je vais vous parler de réchauffement climatique, mais aussi de conservation surtout, vu que on sait que ça va mal. Mais clairement, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de changer un petit peu la tendance? Et donc moi, pour essayer de changer tout ça, j'étudie une espèce de poisson et je fais de la génomique. Donc en fait, en allant fouiller dans le génome des espèces, je peux avoir plein de réponses à des questions. Et donc moi, je fais de la génétique des populations, donc j'essaie de savoir comment les populations elles sont structurées, qu'est-ce qu'elles sont en danger, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour les protéger. Et donc ce soir, je vais vous parler d'un poisson qu'on appelle la morue polaire. Et je vais vous en parler un peu plus en détail. Donc comment tout ça, ça a commencé? Comme toutes les belles histoires, obligatoirement, ça a commencé avec une rencontre. Donc il y a 3 ans, j'essayais de chercher un petit peu ce que je voulais faire après mon 2e master et je ne savais pas vraiment. Je savais juste que je voulais travailler sur l'Arctique. Et j'en suis venue à chercher un petit peu sur quelle espèce j'avais envie de bosser. Donc il y avait plein d'espèces hyper charismatiques. Mais je me suis rendu compte que ça allait peut-être pas le faire pour moi, donc j'ai décidé de ne pas donner suite. Et un jour, je suis tombée sur celui-là, donc Borregadus saida, et là, ça a vraiment été un petit coup de cœur pour moi. J'ai complètement chaviré, et j'ai décidé que j'allais bosser sur lui. Donc, vous l'aurez compris, celui qui occupe toutes mes pensées depuis maintenant 3 ans et demi, c'est lui, Borregadus saida, qu'on appelle aussi morue polaire en Europe, donc petit biais, j'utilise plus ça, mais ici, c'est plutôt morue arctique. Donc je vous l'avoue comme ça, c'est pas le poisson le plus sexy, on est d'accord, c'est pas l'espèce la plus charismatique. C'est un tout petit poisson comme ça, argenté, on dirait un peu une espèce de petite sardine. Mais en vrai, je vous jure que c'est une espèce incroyable qui porte l'Arctique vraiment à bout de nageoire. Enfin vraiment, je pèse mes mots et donc ce soir je vais faire au début un petit peu sa publicité. Donc la morue, elle mange tout ce qui est un petit peu en bas de la chaîne alimentaire, donc ça va être principalement du zooplancton. Et ensuite, en échange, elle va être consommée par tout ce qui est grand prédateur de l'Arctique qu'on connaît mieux, donc tout ce qui est phoque, beluga, narval, plein de poissons piscivores, donc notamment le flétan, qui est quand même une espèce bien connue et qui a une grosse importance économique, et plein d'oiseaux marins. Donc en fait, elle va transférer l'énergie des milieux trophiques inférieurs au niveau trophique supérieur. Donc elle a vraiment une place centrale au sein de l'écosystème marin arctique. Et sans elle, la vie dans le Nord serait tout simplement pas telle qu'on la connaît aujourd'hui. Une autre caractéristique qui est hyper importante de cette espèce, c'est qu'elle est présente partout dans l'océan Arctique et c'est vraiment l'espèce qui est la plus abondante. Donc là, je vous ai mis en vert son aire de répartition. Donc elle est vraiment présente partout. C'est vraiment l'espèce la plus consommée par tous les prédateurs et elle est hyper adaptée à ce milieu. Donc elle a par exemple des protéines antifreeze dans son sang qui lui permettent de vivre dans ces eaux glaciales. Enfin, elle est vraiment faite pour ce milieu. Donc le réchauffement climatique, c'est pas franchement une bonne nouvelle pour elle.
Une autre caractéristique de l'espèce qui est un peu cool, c'est que je ne sais pas si vous savez, mais les poissons en général pondent des œufs. Ils ont tous un cycle de vie qui est relativement similaire. Donc ils pondent des œufs qui deviennent ensuite des juvéniles qui se transforment en adultes. Et donc c'est un peu le cycle. La petite caractéristique de la morue, elle, c'est qu'elle va pondre ses œufs juste sous la couche de glace. Et les jeunes vont rester là jusqu'à leur 1 an, parce que c'est un milieu qui est riche en nutriments. Et ensuite, elles vont migrer plus en profondeur. Donc je sais qu'on parle souvent de l'ours polaire par rapport à la banquise, mais il y a plein d'autres espèces qui ont besoin de la banquise, et c'est le cas notamment de la morue. Donc aujourd'hui, la mauvaise nouvelle, c'est qu'elle fait face à plusieurs menaces. Donc l'augmentation des températures qui va perturber son métabolisme, la fonte de la banquise qui va détruire ses habitats et qui va impacter négativement aussi son cycle de vie. On sait déjà qu'il y a une augmentation de la mortalité au stade larvaire. Et il y a aussi l'arrivée d'espèces dites exotiques. Donc c'est principalement des espèces qui viennent de l'Atlantique, qui vont migrer un peu plus dans l'océan Arctique. Donc vu que les conditions deviennent un peu plus cool, entre guillemets, elles vont migrer de plus en plus. Et ça va créer des nouveaux patterns de prédation et de compétition, ce qui n'est pas très chouette. Donc voilà, là les présentations sont faites, donc j'espère que je vous ai convaincu que c'était une espèce qui était quand même hyper importante et que vous aussi, vous lui auriez donné un petit swipe. Donc maintenant que je vous ai présenté mon sujet d'étude, je vais passer un peu plus à la partie technique en vous parlant de l'outil que j'utilise. Comme je vous disais, moi je fais de la génétique des populations. Donc pour essayer de rendre ça un peu visuel, j'ai imaginé une sorte de mariage entre Charles Darwin et Gregor Mendel. Donc je ne sais pas trop si vous connaissez ces deux personnes qui sont quand même des grands-pères de la biologie. Mais Charles Darwin, je pense que oui quand même, c'est du coup le père de l'évolution. Gregor Mendel, j'avoue que je ne sais plus trop si on le voit au lycée avant la fac ou pas. Mais lui, il travaillait vraiment sur l'hérédité des traits. Il travaillait notamment sur les poids. Et il regardait comment les traits, que ce soit génotypiques ou phénotypiques, allaient se transmettre d'une génération à une autre. Donc la génétique des populations, on peut voir ça un petit peu comme leur enfant légitime. Donc c'est vraiment un mix de sélection naturelle et de génétique mendélienne pour savoir comment les populations elles évoluent avec le temps. Donc là, vous voyez que depuis tout à l'heure, je vous parle beaucoup d'espèces et de populations. Donc je ne sais pas trop quel est le background de tout le monde ici, donc je préférais remettre un peu les bases. Donc une espèce, c'est vraiment 2 organismes distincts. Là, j'ai pris un peu l'analogie de livres de cuisine. C'est vraiment 2 recettes complètement différentes qui donnent 2 bestioles complètement différentes. Moi, je ne travaille pas à cette échelle, je travaille à l'échelle des populations. Donc c'est la même espèce, donc avec un même livre de recettes, mais je sais pas, une petite épice en plus, on va dire, quelque chose comme ça. Et là, ça donne 2 populations. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une population canadienne et une population norvégienne. Donc pour vous donner un peu une définition, ce seraient des individus d'une même espèce qui vivent au même endroit et qui sont capables de se reproduire entre eux. Donc là, on a vu que les populations, elles avaient du coup des caractéristiques génétiques en commun, mais il y a des grandes forces évolutives qui vont faire évoluer en fait ces caractéristiques génétiques au fur et à mesure du temps. La première que je pense que vous connaissez, c'est la sélection naturelle, donc qui nous vient tout droit de Darwin. Ça va être du coup les mieux adaptés qui vont être capables de survivre et de transmettre leurs gènes au fur et à mesure. Donc obligatoirement, ça va rendre pérenne un gène. L'autre, ça va être les mutations. Donc là, tout simplement, quand il y a l'ADN qui se crée, peut y avoir des erreurs qui vont tout simplement créer de la nouveauté. Ça peut créer des nouveautés plutôt cool ou des nouveautés moins cool, ça dépend. La troisième, qui est un peu moins connue, c'est la dérive génétique. Là, c'est des changements complètement random dans les gènes. C'est complètement aléatoire, donc il va y avoir la fréquence allélique qui va changer. Donc il y a des gènes qui vont disparaître, d'autres qui vont augmenter au fur et à mesure. Et la dernière, ça va être la migration. Donc là, obligatoirement, il y a des individus qui vont se déplacer, et donc quand ils se reproduisent, les gènes suivent aussi. Donc là, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'elle nous parle de tout ça? C'est quoi le lien? En fait, c'est hyper important de savoir comment la diversité génétique, elle évolue. Parce que plus la diversité génétique elle est importante, plus on a une bonne santé écologique. C'est vraiment des synonymes en écologie. Donc en fait, plus on a une diversité écologique, plus on est capable de faire face aux changements. Donc que ce soit les changements environnementaux ou une nouvelle maladie par exemple. Et donc là, je vous ai mis un peu 2 scénarios. Imaginez à gauche qu'on a une petite population avec très peu de diversité génétique. Là, on sera moins capable de s'adapter à un changement. Alors qu'à droite, si on a une grosse population avec une grosse diversité, là, on est plus capable de s'adapter. Je sais pas, imaginez qu'il y a une nouvelle maladie et que ça va impacter les poissons qui portent le gène rouge. À gauche, vous doutez bien que la population, elle va prendre cher et qu'elle va certainement s'éteindre. Donc, elle n'est pas en très bonne santé écologique.
Alors qu'à droite, vu qu'il y a beaucoup de diversité, là, franchement, tout va bien. Elle a les outils pour faire face et donc ça va bien se passer. On peut vraiment voir ça comme une espèce de boîte à outils. Plus on a d'outils, plus on est capable de faire face à l'imprévu. Si on n'a pas d'outils, par contre, c'est un peu plus compliqué. Et ça, c'est vraiment un signal d'alerte pour nous, les biologistes. La génétique des populations, c'est aussi hyper important d'un point de vue gestion, tout simplement parce qu'il y a 2 scénarios possibles. Soit tous les individus qu'on va étudier font partie d'une seule et même population, et donc là, les gestionnaires vont devoir mettre en place un seul gros plan de gestion. Mais si jamais les individus ils appartiennent à des populations différentes, il va falloir que les gestionnaires prennent ça en compte et qu'ils instaurent des plans de gestion spécifiques à chaque population. Et notamment, peut-être qu'il y en a qui vont être en mauvaise santé alors que l'autre population sera en bonne santé. Donc là, il faut vraiment faire en sorte de protéger la diversité génétique dans son ensemble. Donc voilà, je pense que là, vous avez un peu l'idée de la génomique, d'à quoi ça sert la génétique des populations. Si on en revient à ma petite morue et moi, ce que je fais, je vous épargne un peu le côté hyper technique de ce que je fais au laboratoire, mais globalement, j'ai séquencé l'ADN de 500 individus qui proviennent de régions clés de l'océan Arctique. Et mes résultats préliminaires, ils montrent qu'il y aurait 2 populations, donc une à l'ouest et une à l'est du Canada, une au Groenland, et une qui regrouperait la Russie et la Norvège. Donc comprendre cette structuration, c'était déjà une première étape hyper importante. Maintenant, j'essaye d'évaluer un petit peu la santé écologique de chacune d'entre elles pour pouvoir fournir les informations aux gestionnaires et qui les protègent tout simplement de manière efficace. Donc moi, je travaille en collaboration avec le ministère des Pêches et Océans du Canada. Donc mon objectif, c'est vraiment d'éclairer des politiques de gestion efficaces pour la morue. Et il y a vraiment urgence. Actuellement, les populations de morues polaires, elles sont en déclin, à tel point que l'espèce elle est passée en liste rouge là, sur l'UICN il n'y a pas très longtemps. Donc c'est pas une nouvelle très top. Mais au-delà de ça, en fait, comme on l'a vu, la morue, c'est vraiment un pilier de l'écosystème marin arctique. Et l'Arctique, c'est lui-même un pilier pour tout le reste de l'écosystème mondial à l'échelle planétaire. Ça régule tous les grands cycles. Et si cette espèce a disparu, ça va vraiment avoir un effet boule de neige sur tout le reste de l'écosystème. Il y a les chaînes alimentaires qui vont être impactées, ça va toucher les pêcheries, ça va toucher l'économie de nombreux pays, et ça touchera du coup les communautés humaines. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important et qui nous concerne au final un petit peu tous. Donc voilà, j'espère que vous avez peut-être découvert une nouvelle espèce dont on parle peu, j'espère que vous avez découvert peut-être de la génétique des populations dont on parle assez peu, et j'espère que j'ai pas réveillé trop d'éco-anxiété en tout cas, mais moi je pense qu'il y a toujours un peu d'espoir et qu'on peut encore faire un truc cool pour cette espèce. Donc merci. Merci Marie pour ta présentation. Ça va maintenant être l'heure des questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main, puis Alexis va passer avec le micro pour que vous puissiez les poser. J'adore ça, retomber dans les jobs planchers. Est-ce qu'on avait des questions? Yes, c'est une première ici. Enchantée. Je voulais savoir, le fait que la morue soit en extinction, c'est que à cause du réchauffement climatique ou aussi il a eu la surconsommation de pêche, ou les deux? Cette espèce-là, c'est vraiment une petite espèce. Là, on ne se rend pas trop compte à l'échelle, mais elle fait genre 30 cm maximum. Donc en fait, elle est hyper peu pêchée. Elle l'a été avant dans les années 80 par la Norvège et la Russie principalement. Mais maintenant, c'est vrai que plus des masses. Donc c'est vraiment juste à cause du réchauffement là, qu'elle est un peu plus en danger. Ouais. Une autre question? C'est Jack, ce micro-là. J'y vais. T'as-tu levé ta main en premier? OK, priorité à l'auditoire, là, ceux qui présentent leur moment de gloire. Merci. Fait que tantôt, tu disais qu'il y avait des espèces externes qui viennent prendre la place, qui viennent de l'Atlantique. Est-ce que ces espèces, elles prennent la même niche, c'est-à-dire est-ce qu'elles vont remplacer ce que la morue fait en ce moment dans l'écosystème arctique, ou c'est aucune chance que ça marche? Ouais, c'est un peu le problème, c'est qu'il y en a plein là qui prennent un peu la même place. Il y a un terme, honnêtement là je l'ai plus, mais il y a des espèces qui ont un peu le même mode de vie qu'elle et donc qui prennent littéralement sa place. Le problème c'est qu'en Arctique, un truc qui est hyper important pour résister au froid, c'est les lipides. Et donc elle est très riche en lipides, alors que les autres poissons qui prennent sa place le sont pas du tout. Et on voit déjà l'impact sur la chaîne alimentaire avec les belugas et tout, qui du coup c'est ça. Pour la même énergie, pour aller le chasser, ils gagnent beaucoup moins et donc c'est pas du tout rentable pour eux. On avait-tu le temps? Oh, putain. Tu y avais déjà un peu répondu avant, mais au niveau justement de la surpêche, etc., est-ce qu'il y a quand même un impact de la pêche accidentelle ou accessoire? Genre d'autres pêches qui ne vont pas la viser en particulier,
Est-ce que ça pourrait avoir un impact sur l'espèce? Ouais, il y en a un peu. Je sais que dans les pêcheries de crevettes, notamment, ouais, ils chopent quand même pas mal de morues. Mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est vraiment là l'extinction, c'est vraiment au stade larvaire. Apparemment, il y en a de plus en plus qui meurent à cause du réchauffement. Mais ouais, il y a quand même un impact de bycatch, je me souviens plus, de pêche accessoire. Mais c'est moins grave entre guillemets que le réchauffement. Ouais. Et tu disais au début que tu voulais étudier d'autres espèces, mais comment t'es arrivé à trouver ce poisson-là? Genre, comment tu t'es dit, je vais étudier la morue polaire? En fait, je savais que je voulais travailler soit sur l'Arctique, soit sur l'Antarctique. Je voulais vraiment travailler sur les milieux, les deux extrêmes, un ou l'autre. Et en Arctique, franchement, pour moi, c'est vraiment l'espèce centrale à tout, et je trouve qu'elle porte vraiment tout. Elle porte vraiment tout l'équilibre de tout ce qui se passe. Et je me suis dit que si j'avais trouvé un moyen de travailler sur celle-là, je trouverais ça quand même vraiment chouette. Ouais. Génial. Bien, merci beaucoup pour ta présentation. On peut l'applaudir bien fort. Qui eût cru qu'un si petit poisson avait un impact si grand? C'est bien intéressant. Notre prochaine présentation aborde elle aussi les petites différences qui font des grands changements. Laura Lardinois, elle est étudiante au doctorat en biologie à l'Université McGill et passionnée par la communication scientifique et l'interface science-art. Aujourd'hui, elle nous parle de la diversité du microbiome et de son atout dans le changement climatique. Donc, bonne présentation. Allô tout le monde, et merci à Marie d'avoir déjà un peu lancé la chose dans la bonne direction. Donc ce soir, je vous invite à me suivre dans une plongée vers le microbiome marin. Mais d'abord, je veux que vous pensiez à quelque chose de très petit. Et puis que vous vous tourniez vers votre voisin et vous voyez qui gagne la bataille du plus petit. Alors je vous donne quelques instants. Ok, est-ce que je peux avoir quelques exemples de quel était votre tout petit? Levez la main. Oh, que j'arrive à voir. Okay. Plancton, ok, super, oui. Autre exemple. Vas-y. Un ver de terre, ok, parfait. De mon côté, moi, l'autre jour, j'ai renversé une tasse de riz. Donc pour moi, mon tout petit, c'est un ver de riz, c'est un grain de riz. Pour être plus précis, s'il y a des cuisiniers dans la salle, du riz arborio, donc c'est un riz à grain court, et ce petit grain mesure environ 6 mm de long. Par comparaison, Epulopicium, qui est une des plus grosses bactéries qu'on ait trouvées jusqu'à présent, mesure seulement 600 micromètres, c'est-à-dire moins d'1 millimètre de long. On le trouve dans les intestins des poissons chirurgiens, donc comme celui-ci. Et ça voudrait dire qu'on pourrait mettre 10 Epulopicium qui font du surf sur un seul grain de riz. Et là, on parle d'un seul microbe, un des plus gros. Alors, à quoi ça ressemble un petit microbe? Ici, nous avons Actinomarina minuta, une petite bactérie qui, déjà, elle est tellement petite qu'on n'a pas encore réussi à la prendre en photo. Donc là, je l'ai dessinée, c'est un petit point noir. Elle est 2500 fois plus petite qu'Epulopicium. Donc, pour elle, un grain de riz, c'est absolument énorme. On pourrait mettre plus d'A minuta sur un seul grain de riz qu'on sait mettre de fans de hockey dans le Centre Bell. Et si quelqu'un est curieux, je suis allée voir, on sait mettre 21 273 personnes dans le Centre Bell. Donc, c'est quand même beaucoup. Et là, on parle seulement d'un grain de riz. Donc, imaginez-vous combien de microbes pourraient se mettre sur la peau ou à l'intérieur d'un animal. C'est justement à cela que je m'intéresse et j'étudie ça chez les poissons, spécifiquement les poissons des récifs coralliens. Et non, ce n'est pas simplement une excuse pour échapper à l'hiver à Montréal, pour aller au Panama. Donc là, je vais dans les tropiques.
et je travaille à l'Institut Smithsonian des recherches tropicales. Il y a des partants, des volontaires pour nous aider avec la prochaine expédition, hein? Vous êtes toujours partants si je vous dis qu'on passe la plupart de notre temps penché sur un bateau avec la mer houleuse à essayer de collecter de la mucus, donc la bave sur les poissons et le contenu des estomacs. Donc, mais il y a une raison pour laquelle je m'y intéresse. Donc, ces communautés microbiennes peuvent être très intéressantes pour la santé des animaux avec lesquels ils sont associés. Donc, quand je parle de ces animaux, on parle de l'hôte. Donc, si je dis l'hôte, je parle du poisson. Donc, ils peuvent aider avec l'approvisionnement en nutriments. Donc, les bactéries, par exemple, sont nettement meilleures que nous pour trouver des sources d'aliments. Donc, nous, il y a des choses qu'on ne digère pas et qu'elles arrivent à digérer. Et du coup, elles nous aident à avoir les nutriments qui sont difficiles à accéder. Il y a aussi le fait que, bien qu'on ait un peu peur justement des bactéries qui nous rendent malades ou d'autres choses qu'on appelle des pathogènes, ils peuvent aussi nous aider à éviter la maladie. Donc, d'avoir une communauté saine qui est en équilibre avec nous permet justement d'éviter que d'autres bactéries ou d'autres microbes qui pourraient nous rendre malades s'établissent. Mais c'est toute une question d'équilibre. Donc, chez les microbes, il n'y a rien qui est bon ni mauvais. C'est plutôt une question de est-ce qu'ils sont là dans une quantité qu'on veut. Donc, par exemple, c'est un peu comme les mauvaises herbes. Si on leur donne la place pour grandir, ils vont continuer à grandir et ce n'est pas nécessairement bon. Et ce qui peut causer ces déséquilibres, ça peut être par exemple du stress, un traitement antibiotique ou des changements climatiques. Donc, c'est justement là, on est dans un autre endroit qui change assez fort avec le changement climatique et on s'intéresse à savoir comment ces relations entre hôtes et microbiomes sont en train de changer et ont changé en regardant vers le passé. Donc là, j'aimerais bien vous présenter deux des espèces avec lesquelles je travaille. Ce sont Abudefduf saxatilis et Abudefduf trocheliae, ou des poissons demoiselles. On les connaît aussi comme sargent majeur. Et je vous jure, ce n'est pas la même photo. On les trouve en fait dans deux océans différents. Donc, très très créatif, on a le sargent majeur des Caraïbes et le sargent majeur du Pacifique. Mais il y a une raison pour laquelle ils sont tellement similaires. C'est que ce sont en fait les grands-parents qui se trouvaient dans un seul océan et ces populations, donc merci Marie, ces populations de poissons ont été séparées il y a environ 3 millions de l'année lorsque l'isthme du Panama, donc ce bout de terre, est sorti de l'océan. Et donc pour les animaux terrestres, ça faisait un beau pont terrestre, mais pour les animaux marins, ça les séparait en deux populations qui, avec le temps, sont devenues des espèces sœurs. Ce qui est intéressant, je n'étais pas très bonne en identification de poissons, et ça aide d'apprendre d'un côté, tu trouves l'autre. Mais ça veut aussi dire que génétiquement, elles sont similaires, mais elles se sont adaptées à des conditions très différentes. Donc, côté Caraïbes, ce sont des températures plus chaudes, plus stables au long de l'année, et c'est pauvre en nutriments. Donc, les Caraïbes, c'est du côté, les photos là, de calendrier, les beaux récifs coralliens, c'est ça. Côté Pacifique, c'est plus frais. Bon, plus frais, ça fait quand même style 29 degrés toute l'année. Hein. À part, il y a des fluctuations saisonnières. Et ça apporte aussi des nutriments. Donc, ce sont des récifs beaucoup moins variés au niveau des coraux, mais il y a plein de poissons. Donc, moi, je m'intéresse à savoir comment ces changements dans le passé ont changé ces relations hôtes-microbiomes pour comprendre justement cette évolution de ce partenariat entre des environnements différents et mieux comprendre qu'est-ce qui pourrait se passer dans le futur. D'un côté, on pourrait croire que si l'environnement, donc l'alentour, est le plus important, on aurait les microbiomes, peu importe l'espèce de poisson, qui seraient plus similaires si on regarde par exemple ici côté Pacifique. D'un autre côté, on pourrait s'attendre à ce que si l'hôte, donc l'espèce de poisson et sa génétique
est le plus important pour le microbiome, que tu aies justement une similarité dans ces communautés associées, donc tous les microbes, entre les espèces sœurs. Alors, je veux qu'on ait un vote. Qui pense que c'est plutôt du côté environnement? Environnement. OK. Plutôt côté de l'autre. Il y a des indécis là. OK. Donc, nous, on a regardé ça dans 7 paires d'espèces sœurs. Donc, des herbivores, donc, qui mangent plutôt des algues, des invertivores, donc, qui mangent plutôt crabes, crustacés, coraux aussi, et puis aussi omnivores et carnivores. On s'intéresse justement à ce qu'ils mangent parce que ça pourrait changer l'impact. Et on a regardé 2 différents sites dans les 2 océans. Et pour ceux qui étaient indécis, il y a une raison, vous avez raison, que d'un côté, on a vu que pour la peau, donc je n'ai pas dit, on a regardé et le microbiome de la peau, donc ce qu'il y a associé au-dessus, et aussi à l'intérieur, donc dans l'intestin. Donc ces communautés à la surface sont beaucoup plus influencées par l'environnement extérieur. Donc on voit un regroupement par océan, mais c'est aussi très variable. Donc entre individus, dans une même espèce, ça peut changer. Tandis que pour les intestins, là, on voit des groupes par espèce sœur. Donc même si ça fait plus de 3 millions d'années qu'ils sont séparés, on a quand même des communautés similaires. Et ça pourrait avoir une importance assez significative sur justement le futur de ces récifs et de ces populations, puisqu'on dirait qu'être associé avec un autre donne un certain degré de stabilité. Donc, je n'ai pas mentionné, mais on regarde aussi les communautés dans l'eau, et ça change beaucoup plus. Donc, on croit que ça donne un peu... ça sert un peu de stabiliser cette communauté, mais il reste à voir si les changements qu'on voit ou le manque de changement peut aider ou être un détriment pour justement la santé de l'hôte et de l'écosystème. Et donc, pour ça, il fallait une grosse équipe. Donc, merci à toute l'équipe de poissons qui a aidé au Panama, ainsi que les capitaines de bateaux, parce que sinon, on n'était nulle part. Et je répondrai bien à vos questions. Merci. Merci Laura pour ta présentation. Donc, on va prendre les questions. Je vais encore passer le micro à Alexis. Vous pouvez lever votre main. C'est vraiment pratique d'avoir des longs bras. Est-ce qu'on a une personne qui se lance? Oh, yes. Bonjour. J'aimerais savoir comment on a réussi à déterminer la cause de la séparation des poissons. Comment on a su que c'était l'émergence d'un morceau de terre, etc. Oui, donc c'est une super question. Donc, merci. Justement, il y a des débats au niveau de quel est l'âge de séparation de choses. Justement, c'est une question, souvent on regarde au niveau génétique. Donc, on sait mesurer sur base des différences qui s'accumulent avec le temps combien de changements et justement de croisements il y a eu entre individus. Et donc, on peut avoir estimé une question au niveau justement de ces poissons ou d'autres animaux. C'est assez intéressant, il y a des études où ils ont vu que selon la profondeur à laquelle vivent des espèces, donc si c'est quelque chose de grande profondeur par rapport à vraiment au niveau, même pas 1 mètre de profondeur, si tu imagines que la Terre remonte petit à petit et donc ça devient entrecoupé par presque des petites rivières, ceux qui se trouvaient en profondeur se sont séparés plus tôt. Et puis, au niveau géologique, on sait mesurer justement qu'est-ce qui était sous l'eau ou pas. Et donc ça, entre les 2 mesures au niveau justement biologique, donc des animaux et de la Terre, on sait voir une concordance. Et c'est comme ça que ça se mesure, oui. Plus ou moins quelques milliers d'années, souvent. Oh, on a une question. Merci Alexis.
De où vient le microbiome des poissons? Et est-ce que ça change s'ils sont nés par césarienne ou non? Non, c'est une bonne question. Ou c'est une seconde question, pardon. Et le canal de Panama, est-ce que ça change? Est-ce que vous pouvez comme savoir si c'est... Comment faire la distinction? Merci beaucoup. Oui, donc c'est une super question. Donc pour les poissons, en fait, c'est encore un milieu d'études émergent parce que en fait, c'est pas comme nous. Donc les poissons, les œufs, l'intérieur de l'œuf c'est stérile. Il n'y a pas de microbes à l'intérieur, donc il n'y a pas de transmission directe du parent. À part dans certaines espèces, par exemple, il y en a qui gardent le nid. Donc, en fait, l'espèce que je vous ai montrée, Abu Defdouf, le père se met au-dessus des œufs. Donc, il y a une possibilité de transfert après que les œufs soient pondus. Mais on pense que la plupart, ça vient de l'eau ou aussi du sédiment, donc ce qu'il y a au sol. Et il y a aussi la possibilité de transfert entre individus. Donc, on peut se dire que s'ils sont dans un gros groupe, il y aurait justement des contacts physiques qui pourraient le faire. Et même chose, quand on mange, il y a la possibilité d'intégrer ce qui a été mangé. Mais justement, il y a cette question de qu'est-ce qui est vraiment associé de façon plutôt permanente et qu'est-ce qui est juste de passage. Désolée, j'ai loupé la deuxième question. Oui, le canal du Panama. Officiellement, ils disent... ça passe de l'eau de mer à de l'eau douce, du coup, il n'y a rien qui passe. Réellement, il y a des choses qui passent. S'il y a quelque chose qui va passer, ça va être les microbes, parce que tu as des halophiles, ceux qui aiment bien les trucs salés, tu as ceux qui tolèrent toutes les conditions. Donc, c'est probable qu'il y a des changements. Je sais qu'il y a des gens qui sont justement en train d'utiliser l'ADN environnemental pour regarder au niveau des plus grandes espèces. Surtout qu'ils ont changé et augmenté le débit avec des nouveaux passages. Donc c'est probable qu'il y a un certain niveau d'interchange. On espère juste que ça ne changera pas complètement les dynamiques, là. Bon. Donc oui, j'avais une question. Mais je me demandais, est-ce qu'il y a moyen de différencier qu'est-ce qui vient des différences comme interespèces ou entre les espèces sœurs, puis qu'est-ce qui vient de l'environnement au niveau des changements du microbiome? Je ne sais pas si ma question est claire. Oui, non, c'est une bonne question. C'est quelque chose qu'on essaye de voir. Par exemple, ce qu'on sait voir, c'est s'il y a des choses qui changent. Donc, voir est-ce que ce sont les mêmes microbes qui sont présents ou les mêmes qui sont distincts au niveau de l'eau par rapport au niveau de la peau. Est-ce qu'on voit entre les deux océans, est-ce que c'est réellement le même qui est en train de changer les choses? Donc, et à ce niveau-là, honnêtement, il n'y a pas tellement de recouvrement. Donc, par exemple, ça j'ai regardé plutôt en détail, je ne parle pas de ça, mais je regarde au niveau de différences saisonnières, au niveau du côté Pacifique. Et là, visiblement, l'eau change beaucoup, mais ce ne sont pas les mêmes qui sont en train de changer chez les poissons. Donc, il y a quelque chose d'indépendant, mais il y a beaucoup qu'on ne comprend toujours pas. Donc, c'est ça, il y a beaucoup, c'est le black box, gros mystère, ça change. Et puis, à voir, bon, est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est normal? Donc là, on essaie d'établir une ligne de base pour ensuite pouvoir mesurer quand les choses changent. Oui, parce que j'imagine avec les changements climatiques, ça doit avoir un impact, ça aussi. Là, tu parlais de température. Oui, ça va changer. Et donc là, on est vraiment au stade, c'est en développement. Donc c'est vraiment d'essayer d'avoir une idée à quoi ça ressemble maintenant. Parce que les choses qu'on savait voir il y a 100 ans, on avait déjà commencé à mesurer et on n'a pas encore terminé. Donc là, c'est lancer la chose maintenant et essayer par après de mesurer année par année comment ça change. Super. Merci beaucoup pour ta présentation. On lui donne une bonne main d'applaudissement.
Donc, ça va maintenant être le temps de la pause. Donc, on va vous donner un petit 10 minutes là, pour aller vous chercher des rafraîchissements, de la bouffe et jaser avec nos deux premières présentatrices qui ont fait des super présentations. Il est actuellement 58, donc on va être de retour à 7h08. Donc, je vous laisse aller prendre votre petite pause. On se revoit. Bon retour de la pause. On va reprendre ça tranquillement parce qu'il nous reste encore 2 belles présentations à écouter. Donc, la prochaine présentation. La prochaine présentation s'intitule « Manger ou voler, il faut choisir » et sera offerte par Baptiste Courtin, qui est étudiant au doctorat en biologie à l'Université du Québec à Rimouski. Ce soir, il nous parle d'un dilemme auquel doivent faire face les passereaux migrateurs. Je vous invite à l'accueillir avec beaucoup d'applaudissements. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais vous présenter une partie de mon projet de thèse vulgarisé qui s'appelle « Manger ou voler, il faut choisir ». Et je vais commencer par un statement que tout le monde connaît, c'est que le gras et le sucre aussi, je ne l'ai pas marqué, ça fait grossir. Que ce soit côté français où on va manger beaucoup de fromage à l'hiver et qu'on va se retrouver avec des petits kilos au printemps, ou au printemps à la cabane à sucre au Québec où on va se retrouver avec les mêmes kilos à la fin du printemps. C'est quelque chose que tout le monde sait et les oiseaux vont également faire des réserves de gras, sauf qu'eux, ils vont avoir des raisons de le faire. Je veux dire, nous aussi, mais on va vouloir maigrir plus que eux vont avoir besoin de ces réserves de gras sans forcément maigrir. Et spoiler, ça va les faire voler moins bien, surtout au moment où ils vont devoir échapper aux vilains prédateurs. Pourquoi ils vont faire ces réserves? Tout d'abord, ça va être pour le froid, par exemple pour résister en fait à la fois pour s'isoler au niveau du gras. Ils vont faire une couche de gras pour justement se protéger du froid, mais aussi ils vont garder des réserves au cas où pour faire de la création de chaleur, donc de la thermogénèse. Donc à l'hiver, ils vont avoir besoin de créer plus de chaleur qu'à l'été, et donc ils vont avoir besoin de plus d'énergie, donc plus de réserves. C'est aussi le cas pour les cas où ils ont de la nourriture qui est rare ou imprévisible, dans le sens où s'ils ne savent pas s'ils vont manger le lendemain, ils vont faire des réserves également pour pouvoir survivre entre-temps. Et enfin, les plus grosses réserves vont être par rapport au vol migratoire. Donc pour faire leur migration, il y a plus de 90% de l'énergie qui va être dérivée des lipides, et à ce moment-là, ils vont faire des grosses réserves. La migration, c'est pour les oiseaux rejoindre leurs aires de reproduction qui sont souvent plus au nord, depuis leurs aires d'hivernage où ils vont passer l'hiver plus au sud. Et la championne en titre, c'est la barge rousse qui, en 2009, il a été montré que plusieurs individus, en fait, la majorité, on s'est rendu compte plus tard de l'espèce, va traverser l'océan Pacifique en un seul vol de 11 000 km sans faire de pause, puisqu'en fait, l'océan va agir en tant que barrière écologique ou géographique, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont pouvoir s'arrêter techniquement en mer, mais c'est très contre-productif, puisqu'en fait, s'ils s'arrêtent, ils vont utiliser plus d'énergie et en fait, ils vont jamais arriver. Donc le mieux, c'est de faire un seul vol, dans leur cas. Et ces barrières géographiques, on les retrouve un peu partout sur la planète. En Europe et en Afrique, il y a le Sahara qui est très étudié, puisqu'il y a beaucoup d'oiseaux qui vont passer l'hiver dans ces zones super vertes ici, pour rejoindre l'Europe du Nord pour faire la reproduction. Et en Amérique, ça va être plutôt, par exemple, le golfe du Mexique qui est très étudié, ou dans mon cas, pour l'espèce que j'étudie, ils vont traverser la mer du Labrador ici pour rejoindre le Groenland. Pour faire ces vols, justement, contrairement à la barge rousse, qui est exceptionnelle, la grande majorité des espèces vont faire des haltes migratoires, donc des arrêts, un nombre d'arrêts qui va être défini en fonction du nombre d'arrêts qui sont bons en fait, pour s'arrêter au niveau de la nourriture, mais aussi de la distance de migration. Et là, on a affaire à des oies des neiges qui sont au niveau de Montmagny, donc pour ceux qui font la route vers le Bas-Saint-Laurent ou vers Québec, ils ont déjà dû les voir au printemps parce qu'en ce moment, c'est vraiment le moment où on peut les voir. Et elles vont s'arrêter en grand groupe pour refaire leurs réserves, justement, avant de repartir au Nunavut et en Arctique pour se reproduire. Avant de vous présenter plus loin, je dois vous expliquer qu'avant d'étudier les plectrophanes des neiges, j'étudiais les dauphins pantropicaux, donc dans les tropiques. Donc d'ailleurs, c'est drôle qu'il y a beaucoup de choses qui se recoupent avec mes camarades qu'on présentait avant, mais j'avais plus l'habitude de nager avec les sergents-majors dans les Caraïbes et d'aller voir les dauphins quand il faisait plus de 30 degrés sur mon terrain que d'aller voir des oiseaux arctiques. Mais je me suis retrouvé, et je suis vraiment content de le faire, à étudier des plectrophanes des neiges qui vont aussi être sur l'eau, mais cette fois dans la glace et dans la neige, et à des températures sur le terrain qui vont être à moins de 30 degrés des fois autour de Rimouski. Donc c'est important à savoir pour plus tard.
C'est vraiment le grand écart entre deux milieux très différents que j'ai dû m'adapter. Et cet oiseau, justement, c'est le plectrophane des neiges, donc un passereau arctique qui se reproduit en Arctique et qui peut survivre jusqu'à moins 94 degrés. En fait, il va pouvoir créer de la chaleur, comme je vous disais tout à l'heure, jusqu'à moins 94 degrés. C'est mes collègues à l'Université du Québec à Rimouski qui ont calculé ce chiffre. Donc, spécialiste du froid, à la fois l'hiver pendant la migration, mais aussi l'été. Et en Amérique du Nord, il y a 60% de la population qui a décliné, en fait, donc l'abondance a diminué entre 70 et 2010. C'est aussi une tendance qui se vérifie encore aujourd'hui. C'est pas encore en liste rouge, c'est pas encore en mesure de protection, etc., puisqu'il y a encore beaucoup d'individus, mais c'est très alarmant et c'est important de les étudier pour comprendre pourquoi ces causes, pourquoi ils déclinent, puisqu'on ne sait pas vraiment. Ils se retrouvent partout dans le monde et en fait le plus simple pour voir sa distribution, donc où on le retrouve, c'est vraiment de zoomer en fait en ayant, au lieu d'avoir l'Europe comme d'habitude au milieu, d'avoir le pôle au milieu, le pôle Nord en l'occurrence, parce que c'est une distribution circumpolaire. Et donc on voit les aires de reproduction à l'été au niveau de l'Arctique, et quand il fera trop froid en automne ou à l'hiver, il va migrer justement sur ces zones d'hivernage qui peuvent être en Amérique, au niveau de la frontière canado-états-unienne, et au niveau de la Russie aussi à l'hiver. Mais la population que j'étudie, parce que les thèses, etc., c'est toujours très très précis, moi c'est seulement les oiseaux qui passent l'hiver au niveau des Grands Lacs et du Saint-Laurent, et qui migrent pour aller se reproduire au Groenland et qui ont traversé la mer du Labrador ici. C'est des oiseaux qui, à l'hiver et au printemps, pour la migration, se retrouvent dans des champs et des plaines enneigées. Donc c'est là qu'ils vont se nourrir, c'est là qu'ils vont se préparer pour leur migration et accumuler du gras également. Et la prédation à ces endroits-là, c'est vraiment plus au niveau du désert qu'ils vont l'avoir, par justement les faucons pèlerins, gerfaux ou les arfans des neiges pour ce qui est du Québec. Où en fait la prédation, la technique de ces animaux, ça va être de rester, d'être le plus furtif possible, de rester en hauteur, de scruter leur proie, et quand ils vont la voir, qu'ils vont voir qu'elle n'a pas prévu qu'elle va se faire attaquer au dernier moment, ils vont attaquer par surprise, avec un angle en piqué pour arriver le plus vite possible. Et cet angle-là, en fait, si on se met à la place de la proie et pas du prédateur, la meilleure manière d'éviter les prédateurs dans ce cas-là, c'est d'avoir un angle opposé en fait. Donc si le prédateur arrive comme ça, il faut vraiment qu'il parte comme ça, parce que s'ils partent plus droit, les proies, le prédateur pourrait tirer, je sais pas comment on appelle, c'est pas non plus un avion là, mais il pourrait redresser, puis essayer de l'avoir en vol. Et si jamais ils ont réussi à l'éviter, il reste toujours le moment où le prédateur peut se réenvoler et l'avoir. Et donc là, ça va être la manœuvrabilité en vol, donc essayer d'esquiver les attaques qui va primer. Donc ça, c'est les deux concepts importants pour essayer d'esquiver pour ces oiseaux-là la prédation. Il faut aussi savoir que l'accumulation de graisse, comme je vous expliquais juste avant, elle se fait également en captivité. Donc à l'UQAR, en fait, on a une volière extérieure avec les conditions extérieures. Et les animaux, même s'ils ne sont pas sauvages, ils vont accumuler de la graisse pareil au printemps. Et donc ce graphique explique ça, en fait, où on a les dates au printemps qui vont jusqu'à l'été ici. Et la masse lipidique, donc le gras moyen, en fait, en grammes, qui va augmenter de manière, pas exponentielle, de manière linéaire, jusqu'à arriver jusqu'à 15 grammes environ, donc ça fait environ 30% de la masse totale des oiseaux, c'est assez énorme. Et ça nous permet surtout de les étudier pendant ce temps-là. C'est plus simple de les étudier en captivité qu'en milieu naturel, donc on va pouvoir faire plein de tests pendant cette accumulation. Et on s'est demandé justement si l'accumulation de gras pouvait impacter leur capacité de fuite en captivité, justement, lors de leur accumulation de graisse. Donc pour faire ça, je vais vous poser une petite question. Comment vous pensez qu'on a fait ? C'est pas très français, c'est français peut-être. En tout cas, est-ce qu'on a mis des prédateurs directement dans la volière et on a essayé de voir si les oiseaux les plus gras arrivaient moins à s'échapper et à la fin on n'avait plus d'oiseaux ? Est-ce qu'on a fait des petits avions en papier avec lesquels on a posé des petits bouts de raclette dessus pour voir si le gras pouvait avoir un impact sur le vol ? Ou est-ce qu'on a fait faire du parcours à nos oiseaux ? Donc le parcours, c'est aller d'un point A à un point B de la manière la plus stylée possible. C'est la définition, c'est pas moi. Et donc la réponse, c'est qu'on l'a fait en mode parcours. Et donc, nos petits oiseaux, en fait, on les a fait passer à travers des labyrinthes, etc., tout au long de l'accumulation de gras pour voir si, justement, ils allaient perdre cette capacité de faire du parcours. Et donc, justement, voilà le design expérimental. Donc, dans la volière, comment on a fait ça, justement, pour répondre à ces deux questions, l'angle et la manœuvrabilité. Et c'est là que revient le concept de pourquoi je travaillais avec les dauphins avant. Ça, c'est mon premier hiver. Je suis arrivé en fin septembre 2022. Et en décembre, j'étais en train de construire ça dans la volière à l'extérieur. Et ça a pris du temps, forcément. Donc, on est arrivé en janvier, février. Et là, à Rimouski, il fait -20, -30. Et pour faire des nœuds avec des cordes, on ne peut pas le faire avec des gants.
Donc on était à moins 30 sans les gants à essayer de faire des nœuds. Et je ne suis pas passé loin, mais j'ai encore mes 10 doigts. Mais j'étais pas loin des engelures, on va dire. Et c'était un peu rocambolesque, on va dire. Et en plus de ça, essayer de calculer des centimètres à partir des pouces quand on est français, c'est pas facile. Et donc je me suis fait mal au crâne, au canac, au rona, etc. À essayer de comprendre ça, plus tous les termes anglais de je sais, bref. C'était complexe. Mais j'ai survécu et maintenant je pense que tous les hivers, c'est juste du plaisir. Je survis et je suis vraiment content. Et enfin, on est arrivé justement à nos expériences de décollage et de manœuvrabilité. Donc ça, cette partie-là, on va en fait prendre en vidéo, les deux parties, on va prendre en vidéo les individus qui sortent de la cage. Donc il y a un faux prédateur on n'a pas mis un vrai, hein, un faux qui arrive derrière à la cage justement. Les oiseaux vont s'envoler et puis il y a des perchoirs qui sont à la même distance de la cage, mais pas au même angle. Et on a fait ça chaque semaine en mesurant le gras à chaque fois sur nos oiseaux pour voir si au fil des semaines et au fil de l'accumulation, l'angle allait être différent et la vitesse. Et ça, c'est la deuxième expérience, c'est un peu plus parcours. Et donc, justement, c'est le même concept de cage et de faux prédateurs, mais là, ils vont traverser les cordes et on va compter le nombre de cordes qu'ils vont toucher et la trajectoire qu'ils vont prendre avant d'aller au point B, ici, de manière stylée. Et enfin, on a eu des résultats justement sur ça, où, comme on disait plus tôt, les individus qui augmentent leur masse vont toucher plus de cordes et vont décoller moins haut. Et donc, on voit que cette augmentation de masse a un impact sur la capacité de décollage et donc sur la capacité de fuite en milieu naturel, en théorie. Ce qui pourrait être en fait expliqué par le fait que cette augmentation est trop grande pour compenser. Donc, comme je vous disais, 30%, c'est assez énorme. Il y a déjà eu des études qui ont été faites sur des augmentations plus minimes pour le froid ou la rareté de la nourriture. Et il n'y avait pas d'effet, justement. Ils gardaient la capacité de fuite parce que c'était trop important pour eux. Mais à ce moment-là, pour la migration en particulier, ils vont prioriser la taille des réserves parce qu'ils ne vont pas avoir le choix en fait, de traverser une barrière géographique. Ça fait partie justement de la migration optimale, qui est en fait l'étude de l'équilibre entre les trois facteurs principaux de la migration. Donc, arriver le plus rapidement possible pour avoir l'avantage, arriver donc avec le moins de réserves possible, justement pour être économe et être plus rapide, et aussi survivre parce que ça sert c'est pas que ça sert à rien, c'est qu'on n'arrive pas si on se fait bouffer en chemin. Et donc, c'est très dur pour se reproduire quand on est mort. Et enfin, je voulais juste faire un petit rappel sur pourquoi ce genre de recherche et la recherche aussi de mes collègues est importante, surtout actuellement avec tout ce qui peut se passer dans le monde au niveau justement de la vision de la recherche. C'est assez important parce que, comme mes collègues justement vous expliquaient juste avant, les écosystèmes, etc., sont en chute et c'est important pour les humains aussi. On ne se rend pas compte, c'est pas que du confort, mais rien de la santé. On se rend compte que si les écosystèmes sont trop déstabilisés, etc., ça peut impacter très rapidement la santé humaine. Et il faut justement préserver cette biodiversité. Mais pour le faire, il faut que les lois qui sont faites par les gouvernements, etc., soient faites de manière justifiée et objective. Et donc, c'est important d'avoir des études qui sont objectives, qui sont critiquées par d'autres chercheurs, etc., pour montrer que c'est une bonne raison de le faire. C'est vrai, entre guillemets, en tout cas, c'est vérifié avec différentes opinions. Et ça permet aussi de justifier au niveau des gens qui vont être impactés, parce que ces régulations-là, elles ont des impacts sur les libertés individuelles, sur les gens vraiment. Ça peut être péjoratif, diminutif dans leurs droits, on va dire. Et donc, le fait de leur expliquer et de sensibiliser les choses, c'est super important pour que ça soit plus durable et que les gens comprennent pourquoi on le fait. Et c'est pour ça que je voulais aussi remercier l'organisation de Bistro Brain et le CSBQ, puis toutes les personnes qui ont présenté, les personnes qui sont venues ici ce soir, puisque c'est grâce à ça justement qu'on peut participer tous ensemble à faire un monde meilleur. Ça fait un cliché politique, c'est triste, mais genre juste un monde meilleur pour les animaux, etc., pour qu'on puisse mieux vivre avec eux, etc. Bref, merci à tous. Voilà, et s'il y a des questions, voilà. Wow, j'adore la petite image à la fin. Tu peux rester là pour les questions. Ah, mon Dieu, j'allais dire Alexis est assis, donc je vais le faire, mais il est fidèle au poste, donc voilà. Il faut bien que je serve de quoi. Hein? Des questions? Merci. J'ai pas bien vu sur ton graphique, mais à quelle vitesse ils perdent la masse pendant la migration ou après la migration? Est-ce qu'ils ont tendance à perdre vite, plutôt lentement Pour la perdre ou la gagner, la masse? Pour la perte. Ok, parce que de mon côté, j'ai pas trop étudié la perte. C'était vraiment le moment où ils gagnaient qu'ils augmentaient en fait leur masse. Le problème, c'est qu'en captivité, je veux dire, cette masse-là, elle est faite pour la migration. Donc en fait, en milieu naturel, si on la mesurait, en théorie, on pourrait voir ça diminue, etc. Parce que pendant le vol, ça diminue. Mais c'est super difficile de justement, tu peux pas les étudier quand ils sont en vol, donc quand ils sont en train de la perdre. Il y a des tunnels de vol qui existent, il y en a 2-3, je crois, au Canada.
Et en fait, ces tunnels permettent de simuler des vents, etc., ou des vols migratoires pendant tant de temps. Et là, ils peuvent voir justement comment ça baisse, mais je me suis pas trop intéressé. En tout cas, je me suis intéressé, mais j'ai pas les chiffres exacts. Et en captivité, là, en fait, on voit qu'il y a un plateau qui se fait, et après, il a perd au niveau de la mue, mais c'est pour d'autres raisons. En fait, c'est pour faire des plumes, c'est pas pour la migration. Donc, ce moment-là est plus différent de la nature, du milieu naturel, alors que l'accumulation est plus représentative, on va dire, pour ce côté-là. Donc, je peux pas trop répondre, je saurais pas dire. Salut, Oui, bravo salut. déjà. Je voulais savoir, tu parlais des passereaux tout à l'heure et du déclin de l'espèce. Ouais. Et je voulais savoir dans quelle mesure, vous les scientifiques, vous pouvez agir contre justement le déclin de ces espèces. C'est une super question. Moi, de mon côté, Merci. je me suis un peu... comment dire ? Il y a tout le volet politique, puis il y a tout le volet habitude de vie de tout le monde, puis il y a le côté scientifique aussi. Et pour moi, je veux dire, je pense pas qu'on est capable de tout faire d'un coup. Tu sais. Genre, faut se poser, il faut aussi qu'il y ait des avis différents, etc. Donc, les scientifiques, je trouve qu'ils ont plus la part, en tout cas, de mon avis, c'est de donner les faits, donner des choses objectives qui peuvent être utilisées plus tard par des gouvernements et tout, mais de mélanger, je veux dire, que ce soit la même personne qui va montrer que ça, y a un problème et qu'après il va décider de les protéger, ça peut être problématique aussi. Donc c'est dans le sens, nous, pour moi en tout cas, c'est plus apporter les faits, etc., montrer qu'il y a un problème. Mais c'est plus de mon ressort après c'est mon côté personnel de militant, mais ça c'est hors mon travail là, qui va plutôt être dire faites ci, faites ça là, mais donc c'est ça. Genre côté scientifique, c'est plus apporter les faits et après décide ce qu'ils voudront décider le gouvernement à ce moment-là, quoi. Donc ouais. Est-ce qu'on a encore une question? Dans la présentation, tu disais beaucoup on, etc. Est-ce que tu pourrais nous dire dans quelle équipe tu es, enfin, comment tu travaillais, vu que c'est pas un travail individuel apparemment. Okay. Oui, non, des c'est collègues. Ouais. Et merci, parce que c'est vrai que j'ai pas remercié mes collègues, etc. C'est pas cool. J'aurais le faire. En fait, je voulais le faire à la fin, mais quand je suis parti là, j'ai tout oublié après. Mais elle servait à ça cette diapo. Non, mais ouais, c'est ça. En fait, par exemple, il y a beaucoup de travaux, comment dire, de labos qui vont s'aider entre eux. On va dire, en tout cas, beaucoup de gens qui vont travailler entre eux. Déjà, nous, au laboratoire d'écophysiologie aviaire de l'UQAR, on est genre déjà 8 ou 9 avec notre directeur. Et en fait, mon co-directeur, par exemple, va être à Windsor, donc c'est à la frontière avec Détroit, c'est juste en face. Et eux vont étudier un peu des choses similaires. Mais on va travailler beaucoup en collaboration parce qu'on est quasiment les seuls qui travaillent sur cette espèce-là. Donc déjà, il y a nos deux équipes qui vont travailler fort en collaboration. Après, il y a toute la communauté scientifique québécoise, le CSBQ, etc. On va pouvoir avoir des financements, des aides, on va pouvoir avoir des événements, etc. Et des conférences aussi, on va se voir entre scientifiques là. Donc ça va aussi aider de comprendre ce que les autres font, etc. dans d'autres labos. Et puis en plus, le financement aussi, qui est, je veux dire, c'est vraiment un travail on est des fourmis un peu dans une fourmilière, quoi. Donc, ouais. Et puis merci vraiment à tous mes collègues de labo qui m'ont toujours aidé, les postdocs, etc., qui m'ont montré au début, puis mon directeur. C'est vraiment grâce à eux qu'on peut faire ça. C'est vraiment des travaux d'équipe, quoi, des travaux d'équipe. Là, je vais me voler une question. Tu montrais au début de ta présentation le grand trajet migratoire des oiseaux. Ouais. J'ai vraiment la misère à comprendre. Moi, je ne viens pas du milieu d'écologie ou biodiversité. Comment ça se peut des oiseaux qui décident, bon, moi, je traverse l'océan, puis c'est clairement un avantage évolutif? Ouais. C'est une bonne question. Comme tu dis, c'est évolutif. C'est plus des questions générales, moins précises comme ça. Mais il y a tout qui se mélange dans ma tête. Parce que j'ai lu beaucoup de choses de théories sur ça, etc. Après, de donner une réponse claire, c'est assez difficile. Mais c'est comme si ça s'était fait petit à petit, en même temps que les climats ont changé, etc. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais de ce que je me rappelle dans mon petit cerveau, là, c'est un peu en mode... comment ils sont arrivés à faire ça? C'est petit à petit, en fait. C'est ça. C'est probable que c'était des populations un peu plus sédentaires, etc. au début. Et petit à petit, ça s'est espacé pour X raisons. Puis au final, les espèces, ont eu l'avantage de faire des allers-retours, etc. Parce que les conditions les obligeaient à le faire. Mais je ne suis pas sûr à 100%. C'est un peu une théorie plus ish. C'est pas des oiseaux qui sont venus à Strayflight? Non, c'est pas du jour au lendemain. C'est vraiment plus des processus très longs. Puis c'est ça, en fait, c'est intéressant d'étudier à ce moment-là. Je me rappelle, les études que je regardais, c'était des populations, comment ça s'appelle déjà? Nomades, je crois. En fait, ou semi-migratoires, ou dans le sens où tu as une partie de la population qui est sédentaire, qui reste, une autre partie qui bouge. Et ça peut même changer dans la même espèce,
où ils vont passer d'un moment je suis sédentaire et à un moment non, j'ai plus envie de bouger. Tu sais. Et donc c'est à partir de là que tu vois que si ça continue dans le temps, bah il y a une partie qui sera vraiment sédentaire, sera peut-être une autre espèce, puis après l'autre qui va être full migratoire. Là. Des bons questionnements. Ouais. Que tu fasses ton animation? Hein? Elle m'a aussi fait dire qu'elle aime les nachos de l'île Noire. Oui, merci. Mais merci pour ta présentation. On avait encore un peu de temps pour les questions, mais je te poserai cette question-là à la fin, c'est correct. Pas de souci. Super. Merci beaucoup pour ta présentation. On peut l'applaudir. Il restait comme 30 secondes, je pense. Ouais. On va attendre. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas. C'était comme pas assez, là, comme temps. C'était vraiment. Merci. Ah, mes feuilles. Bon. Bon. Cool. Bon, c'est déjà le temps de notre dernière présentation. Pourquoi les milieux humides sont si souvent médiatisés? Pourquoi sont-ils si importants? C'est à cette question-là que va répondre notre dernier présentateur. Il est diplômé de la maîtrise en biologie à l'Université Sherbrooke, puis fan de Fun Fact. Merci d'accueillir Dominique Bourret. Donc, merci d'être là. Donc, justement, je vais vous présenter essentiellement pourquoi est-ce qu'on parle autant des milieux humides, puis pourquoi c'est vraiment un habitat qui est si important. Parce qu'on en entend beaucoup parler. T'sais, si vous êtes comme moi, puis vous suivez un petit peu les médias, dans les derniers mois, par exemple, on parlait souvent de la tourbière à Blainville, puis on en parlait dans les médias un petit peu partout. Puis, ça revient, c'est dans le cycle de nouvelles quand même assez souvent. Donc, quand on voit des nouvelles comme ça, on a plusieurs réactions possibles. T'sais, si vous êtes essentiellement dans le milieu écologique, dans la biodiversité, peut-être que vous êtes pointé à la manifestation puis vous êtes un petit peu battu pour défendre le milieu humide qui était là-bas. Peut-être que pour vous, quand vous avez vu des nouvelles comme ça, ben peut-être que c'était juste une nouvelle comme les autres, on s'en fout un petit peu, ben on passe à autre chose, OK? Dans beaucoup de cas, surtout si on n'est pas dans le milieu, ben peut-être que notre réaction, c'était ben pourquoi est-ce qu'on en parle autant? Pourquoi est-ce qu'on se fout autant des milieux humides? Pourquoi c'est si important? Okay? Donc, à la base, c'est pour ceux qui ne sont pas au courant, ben, un milieu humide, ben, c'est un milieu qui est quand même assez mouillé. Okay? Mais ce n'est pas juste un milieu qui est mouillé où on trouve plein de grenouilles et puis même un endroit où on trouve plein d'insectes comme des moustiques. Donc, c'est pas juste ça. Okay? Donc, un milieu humide, c'est aussi un habitat. Donc, c'est un habitat clé. C'est un habitat qui est vital pour la biodiversité, pour les animaux. Dans des milieux humides, on trouve toutes sortes d'animaux différents, des oiseaux, des insectes, des mammifères, des tortues, des reptiles, amphibiens, tous ces animaux-là. On trouve aussi toutes sortes de plantes différentes. Okay? Donc, quand on parle d'un milieu humide comme ça joue des rôles vraiment spécifiques pour ces animaux-là. Ça peut être la reproduction, un aire de repos pour la migration, vraiment une source de nourriture, de la protection. Ça joue vraiment toutes sortes de rôles différents. Okay? Quand on parle d'un milieu humide, on peut vraiment penser à quelque chose qu'on appelle un hotspot de biodiversité. Si vous ne savez pas c'est quoi un hotspot, c'est vraiment un endroit où on trouve vraiment plusieurs animaux différents, une grosse variété d'animaux, de plantes. Okay? Donc, c'est vraiment une source de biodiversité. Le milieu humide. Donc, il y a toute une grosse diversité de milieux humides. Ce n'est pas toute la même chose. Quand je parle, oui, c'est mouillé, oui, c'est un lieu qui est inondé, mais tous les milieux humides différents jouent un rôle différent. Quand on parle d'un marais, par exemple, donc c'est un milieu humide, inondé, souvent qu'on trouve des autres herbes, mais quand on a une diversité de plantes différentes, on commence à rajouter, par exemple, des arbres pour que ça soit un marécage, bien, maintenant, on a des endroits pour que les oiseaux puissent nicher, ceux qui nichent, qui ont besoin des arbres. Okay? Donc, vraiment une diversité différente pour des besoins différents. Des fois, même juste en bordure des rivières, dans les baies des lacs, on trouve des milieux inondés qui vont agir comme refuge pour plusieurs animaux. Des fois, on ne voit même pas l'eau. Un milieu humide, l'eau n'est pas tout le temps visible. On peut penser à une tourbière. Donc, c'est un endroit inondé qui va avoir toutes sortes de plantes spécifiques qui sont adaptées à un milieu humides qui vont y pousser. On peut penser à des mousses, à des plantes carnivores, à des choses comme ça. Okay? Mais on va essayer de réfléchir à ça. Est-ce qu'un milieu humide, est-ce que c'est tout le temps humide? Si je vous montre une photo comme ça ici, ou que c'est juste un trou à sécher, est-ce que ça ici, c'est un milieu humide?
il faut penser un petit peu d'une manière temporelle, parce que ce milieu, peut-être que c'est sec à un moment de l'année, mais peut-être que quand la neige fond, peut-être que ça va être un endroit inondé qu'on va appeler plus un milieu humide temporaire. Donc ça a vraiment des rôles spécifiques pour différents animaux qu'on va explorer un petit peu plus tard. Donc, il y a une grosse diversité de milieux humides. Il y a des milieux humides qu'on trouve vraiment partout dans le monde. Juste au Canada, par exemple, ici, si on voit les points qui sont un petit peu plus en bleu foncé, c'est là qu'on trouve vraiment une plus grosse concentration de milieux humides. Donc, proche de la baie du Son, il y en a beaucoup. Dans les prairies, il y en a beaucoup aussi. Au Québec, il y en a un petit peu moins, mais il y en a quand même beaucoup aussi. Okay? Juste au Canada, on peut penser qu'il y a 1 milliard de kilomètres carrés qui correspond à des milieux humides. C'est pas rien, c'est environ 13% de tout le Canada. Okay? Il y en a énormément. Puis, il y en a tellement beaucoup au Canada que juste au Canada, c'est le quart de tous les milieux humides du monde. Okay? Il y en a beaucoup. Okay? C'est pour une raison que, on rentre tellement en conflit avec les milieux humides, il y en a partout. Mais s'il y en a tellement, puis il y a une grosse diversité de milieux humides, pourquoi c'est si important? Pourquoi on s'en fout un petit peu? Pourquoi on veut les protéger? Déjà là, à la base, où que le plus d'humains, dans le sud du Canada, c'est là que les milieux humides sont le plus détruire. C'est souvent là que certaines espèces où ils vont vivre là, que le milieu humide devient vraiment vital et crucial. On peut penser, par exemple, à des tortues. Okay? Je pose une question juste comme ça. Ici, je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a 8 espèces de tortues d'eau douce au Québec. C'est ceux-là. Parmi ces espèces-là, okay, c'est lesquelles que vous avez déjà vues en nature? Okay? Levez la main si vous avez déjà vu une espèce de tortue qui est présentée ici, autre que la tortue serpentine, la tortue peinte. Okay? Donc, il y a une raison pour ça, parce que moi, personnellement, c'est les seuls que j'ai vus en nature, puis je travaille beaucoup avec les tortues. Parce que la tortue peinte et la tortue serpentine, c'est des espèces communes. Toutes les autres, en jaune, c'est vraiment des espèces qui sont vulnérables, puis en rouge, c'est des espèces qui sont menacées. Donc, c'est des espèces qui sont vraiment plus rares. Eux, ils ont un mode de vie vraiment lié avec le milieu humide. Ils vivent dans l'eau. Oui, c'est des animaux qui peuvent être terrestres aussi, mais une partie qui est vraiment cruciale pour leur vie, c'est la reproduction. Okay? Une tortue, ce que ça va faire, ça va sortir du marais, ça va trouver un milieu terrestre, souvent un air qui est rempli de sable, pour creuser et pondre ses œufs. Quand les jeunes vont naître, c'est là vraiment que le milieu humide devient très important. Donc, ils vont faire le trajet pour retourner dans l'eau, parce que les marais, pour eux, c'est vraiment une source de protection. Il y a plein de plantes pour se cacher. C'est une source de nourriture où ils vont pouvoir grandir en sécurité. Okay? Ils aiment ça se promener en eau peu profonde pour se cacher comme ça. Ce n'est pas les seules espèces qui ont vraiment besoin des milieux humides. Il y en a d'autres qu'on peut penser. Okay? Donc, je ne vais pas toutes les présenter, mais l'autre exemple que je vais vous faire, c'est les grenouilles. Est-ce que vous connaissez cette grenouille-là? Okay? Si vous ne la connaissez pas, je vais vous donner un indice. C'est vraiment une grenouille que les contracteurs puis les chantiers de construction haïssent vraiment, parce que juste par la présence de cette grenouille-là, ça peut tout fermer. Okay? C'est la rainette faugrillon. Okay? Je suis sûr qu'on l'a déjà un petit peu entendu parler. Ça revient dans les médias assez souvent. Donc, c'est une espèce qui est menacée aussi. Puis pour elle, la rainette faugrillon, ce qui est vraiment important, c'est les fameux milieux humides temporaires que j'ai présentés tantôt. Donc, à un certain moment, ils vont vivre aux alentours de ces endroits pas inondés. Puis eux, ce qui est important, encore une fois, pour la reproduction, c'est quand ces endroits-là vont être inondés, ça va être le temps parfait pour se reproduire. Parce que des milieux humides temporaires comme ça, c'est temporaire. Il n'y a pas de poissons, il y a moins de prédateurs, ils vont pouvoir se reproduire, puis les bébés ne vont pas se faire tuer, essentiellement. Donc, c'est parfait pour eux. Ces milieux humides-là, c'est vraiment sensible parce que c'est temporaire. Les changements climatiques, peut-être qu'ils ne vont pas être inondés, peut-être qu'ils vont se sécher plus rapidement. Peut-être aussi que si on fait de la construction dans les alentours, ça va affecter un petit peu l'eau qui découle, qui va s'accumuler à cet endroit-là. Donc, c'est vraiment très sensible. C'est pour ça qu'ils sont si menacés que ça. Okay? Mais la question, c'est qu'il y a tellement de milieux humides. Pourquoi est-ce que les animaux, quand leurs milieux humides se font détruire, pourquoi ils ne font pas juste déménager? Pourquoi ils ne font pas juste changer d'endroit? C'est sûr que oui, quand tu es un oiseau, comme Baptiste le dit, on peut voler, on peut traverser des grosses barrières géographiques. Mais pour les animaux que je viens de présenter, comme les tortues et les grenouilles, c'est pas si simple que ça. Déjà là, à la base, quand on détruit des habitats, ça crée souvent une barrière, ça crée des îlots. Si on imagine que nos tortues et nos grenouilles sont dans le milieu au centre,
Ben, pour aller dans un milieu humide qui se trouve dans les forêts aux alentours, mais maintenant, ils doivent traverser un milieu qui est quand même assez hostile puis très dangereux pour eux. Donc, c'est vraiment important d'avoir des corridors liés. Donc, quand on détruit un habitat puis qu'on crée des îlots, c'est vraiment ça qui est dangereux pour eux. Donc, ça, c'est la partie où que les milieux humides, c'est vraiment important pour la biodiversité puis c'est vraiment important pour les animaux. Mais les milieux humides, c'est aussi important pour nous. Donc, est-ce que vous avez déjà entendu parler des services écosystémiques? Donc, ça le dit un petit peu dans le nom, mais les services écosystémiques, c'est les services que l'environnement, que l'écosystème donne aux humains, nous donne à nous. Si vous êtes fanatique d'animaux comme nous, ben, vous saurez peut-être que les milieux humides, donc je vous l'ai dit tantôt, c'est un hotspot de biodiversité. Donc, moi, personnellement, j'adore me promener dans les milieux humides puis aller voir les animaux. OK? Si vous avez un petit peu plus peur, vous n'aimez pas les moustiques ou les mouches noires, puis vous ne voulez vraiment pas vous promener dans les milieux humides, bien, vous n'avez pas besoin parce que juste être proche des milieux humides, ça apporte vraiment beaucoup de bénéfices. Juste un milieu humide, souvent on fait référence aux reins de la planète. C'est parce que quand le milieu humide, quand il y a de l'eau qui va vraiment se promener, qui va traverser le milieu humide, bien, ça va filtrer tous les sédiments, filtrer la pollution, puis ensuite ça va retourner dans les cours d'eau, puis ça va être l'eau essentiellement qu'on va boire, qu'on va plus interagir avec. Donc c'est vraiment important pour filtrer la pollution. Un milieu humide, on a compris que c'est humide. C'est un gros réservoir d'eau essentiellement. Donc il y a vraiment beaucoup d'eau qui va s'accumuler dans des milieux humides, puis ce que ça va faire, ça va vraiment aider à contrer les inondations. Donc, ça va récolter l'eau, puis quand on détruit un milieu humide, bien, on est plus à risque d'inondation. L'autre chose aussi, mais ça fait, là aussi, l'effet contraire. Comme c'est un réservoir, mais quand il y a des périodes de sécheresse, l'eau peut découler, puis vraiment aider à contrer les sécheresses dans les endroits que vraiment c'est plus sec, il y a moins d'eau. Dernièrement, si on se rappelle des fameuses tourbières, c'est vraiment un endroit où il y a beaucoup de plantes qui ont poussé. Mais pour créer des tourbières, ça, c'est des anciens marais avec toutes les plantes qui ont poussé. Ça a créé toutes sortes de couches de sédiments. Puis ça, c'est vraiment une place où on va accumuler du carbone. Le fameux carbone qu'on essaie de se débarrasser parce que ça crée des gaz à effet de serre, bien, des tourbières, des marais, des milieux humides comme ça, c'est vraiment un endroit où on peut stocker tout ça. Puis ça prend des milliers d'années. Donc, quand on détruit des endroits comme ça, on défait un travail qui a pris des milliers d'années. Puis le fameux carbone, bien, il fait juste retourner dans l'atmosphère. Okay? Donc, c'est vraiment important, le message final que j'essaie de vous passer à travers, c'est que on fait partie de l'écosystème. On a un rôle à jouer là-dedans. Puis c'est vraiment important de prendre soin de l'écosystème parce que si on prend soin de la santé de la nature, la santé des animaux, bien, au final, on prend soin de notre propre santé. Donc, pas juste notre propre santé aussi, mais en évitant toutes sortes de catastrophes, on sauve un petit peu sur le portefeuille aussi. Donc, si vous avez des questions sur ce sujet, je vous remercie de votre attention, puis n'importe quelle question. Super. Merci beaucoup pour ta présentation. Alexis, mon Dieu. Bon, ben, ça va être le temps des questions. Je vais passer le micro à Alexis. Oh, qui a levé la main en premier? Hein? La dernière fois, il n'a pas eu son tour, fait qu'on va lui donner. Déjà, très bonne présentation. Merci. Et juste sur la fin, ce que tu disais par rapport au carbone qui était stocké dans les marais, puis qui était libéré quand on les détruisait, c'est vraiment comme c'est stocké en fait avec la sédimentation, puis c'est vraiment libéré. Ouais, donc les tourbières essentiellement, c'est des couches de sédiments vivants qu'on va dire. Ça crée vraiment des couches de sédiments qui vont stocker le carbone. C'est des plantes anciennement qui sont mortes, qui sont semi-décomposées, puis avec toutes les plantes qui poussent par-dessus, bien, ça va stocker tout ce carbone-là. Quand on détruit les tourbières, par exemple, bien, on réactive cette décomposition-là, puis quand les plantes décomposent, naturellement, ça va relâcher du carbone. Juste cet effet de stocker, d'arrêter la décomposition un petit peu, ça store tout ce carbone-là dans la tourbière. Salut. Déjà, bravo. Et ensuite, pour les espèces qui vivent dans les milieux humides temporaires, comment ça se passe quand ces milieux s'assèchent? Est-ce qu'elles se déplacent à leur risque et péril ou alors est-ce qu'elles rentrent dans des phases d'hibernation? Est-ce qu'elles meurent? Voilà. Ben, c'est un petit peu dur à dire. Oui, idéalement, ben, c'est un petit peu triste souvent ce qui va arriver, c'est qu'ils vont mourir, ils vont avoir nulle part où aller, parce que pour se déplacer dans un autre habitat qui est propice pour eux, ils ont besoin d'avoir ce lien-là. Si on parle vraiment des grenouilles, par exemple,
s'ils doivent traverser un milieu hostile, que c'est pas vraiment favorable, ils n'ont pas de chance de survivre, bien souvent, ils vont peut-être essayer le voyage, mais ils vont mourir en chemin. Ils ont vraiment besoin d'un corridor d'habitat lié qui est favorable pour eux pour pouvoir se déplacer. Puis ça se déplace plus qu'on pense aussi, ces animaux-là, mais quand on crée des barrières, ça leur rajoute un défi, essentiellement. On a encore le temps de questions? C'est au tour à Florence. Florence se désiste. Alors, je me rappelle que tu as mentionné que tu travailles un peu sur les tortues d'eau douce en milieu humide. Alors, je me demande, est-ce qu'on sait si ces tortues-là offrent une sorte de service écologique, par exemple, qui contribue à assurer la stabilité de leur environnement, ou un peu comme les castors, ou quelque chose de semblable à ça? Ouais. C'est sûr que c'est moins évident un petit peu les services que les tortues nous donnent, mais les tortues, juste à la base, si je vous donne une statistique juste comme ça, sur 100 tortues, des jeunes, il y en a combien qui vont survivre? Il y en a juste une sur 100 qui vont survivre. Qu'est-ce qui arrive à ces 99 autres tortues? Bien, souvent, ça va être de la nourriture pour les autres animaux. Okay? Donc, c'est des proies, puis c'est aussi des prédateurs dans un certain sens. Oui, ça ne va pas manger des gros animaux, c'est pas des gros prédateurs, mais c'est quand même des prédateurs qui vont manger des insectes, des invertébrés, des plantes aussi. Donc, ils ont quand même leur place ici. Puis quand le maillon est brisé, ben ça peut un petit peu influencer le reste de la chaîne trophique aussi. Est-ce que Florence, tu as encore posé ta question? Deuxième question. Roche, papier, ciseaux? On aime faire des questions générales aussi. Salut, merci. En fait, ma question, mais ça s'adresse aussi à comme toutes les autres personnes qui ont présenté. Mais est-ce que vous connaissez comme des initiatives citoyennes qui prennent la défense de chacun des sujets que vous avez abordés, ou comme des collectifs ou des... Je sais pas si vous avez des choses à partager par rapport à ça. Déjà à la base, n'importe qui peut faire n'importe quoi. Oui. N'importe qui peut aider dans ce sens-là. Je vous ai parlé des tortues, par exemple, qui sont menacées. Ben, si vous m'auriez dit, oui, vous avez vu une de ces espèces menacées, je vous aurais dit, ben, faut la répertorier, il faut l'envoyer pour faire de la science communautaire. Parce que si on voit n'importe quel animal, des plantes, des oiseaux, des mammifères, des tortues, des grenouilles, peu importe, ben, il y a un outil qui existe pour tous les besoins pour répertorier ces animaux-là qui sont menacés. Donc, parce que si je vous donne, par exemple, moi, je travaille à l'Écomuséum, puis on fait de la conservation. Il y a juste 4 biologistes qui travaillent là. Puis si tout le monde dans la pièce ici aide à répertorier ces animaux, bien, ça fait déjà peut-être 10 fois plus de personnes qui peuvent aider sur le terrain. Donc, il y a ces manières-là d'aider, que tout le monde peut aider. Je ne sais pas si les autres avaient d'autres choses à dire là-dessus, mais... De mon côté... j'ai pas parlé de ça, mais du côté des Caraïbes, en fait, on a fait nos études en partenariat avec une organisation qui venait de se créer. C'était justement ASBL qui prenait des plongeurs volontaires qui venaient pour répertorier où des coraux menacés se trouvaient. Donc on allait, comme ça on économisait, on allait ensemble le même bateau, on travaillait ensemble, on aidait aussi à former. Justement parce qu'un des gros problèmes qu'on voit, c'est que tu as plein de gens bien intentionnés, mais le gérant n'est pas nécessairement scientifique. Donc souvent, il y a des initiatives de conservation de coraux, par exemple, qui n'ont pas vraiment un succès long terme, simplement parce que les personnes qui sont en train de faire le travail à jour le jour n'ont pas la formation pour faire que les meilleures décisions. Donc, par exemple, la question de diversité génétique, ben, ils choisissent une seule variété d'un seul endroit et donc tu ne crées pas cette diversité dans la population. Donc des choses comme ça, ou juste d'avoir une conversation et de plus en plus d'avoir ce dialogue et d'avoir des scientifiques qui justement donnent de leur temps pour donner des suggestions à ces organisations, au public qui aide. Donc il y a ces possibilités-là. Une autre chose qui est ressortie pendant qu'on faisait justement ce terrain, au niveau terrestre, il y avait justement une compagnie minière canadienne qui était en train d'essayer d'étendre une opération qui avait déjà fait de sacrés dégâts environnementaux.
Et là, l'entièreté du pays a manifesté, ils ont bloqué les routes et ils ont réussi à bloquer ce permis. Donc c'est à ce niveau-là que tu vois que dire qu'on n'est pas d'accord, d'être conscient et aussi d'aller au niveau de l'appui des études scientifiques qui montrent, oui, il y avait des dégâts et aussi d'écouter justement ceux qui habitent sur place, ils voient que l'eau est polluée, ils voient qu'il y a des choses qui sont en train de se faire abîmer et c'est justement cette connaissance locale qui peut pousser les choses et avoir justement ce réseau beaucoup plus étendu qui fait changer les choses au niveau plus haut. Merci. C'était pas mal le temps qu'on avait pour les questions, mais merci beaucoup d'avoir participé. Merci Dominique pour ta présentation. Donc, c'est déjà la fin, vous l'aurez compris, là, de cette merveilleuse soirée qui est notre dernier événement de la saison 2024-2025 de Bistro Brain à Montréal. Donc, je tiens à remercier tous les gens qui ont été présents ce soir, là, à vous, le public, d'avoir été là. Aux présentateurs, donc à Marie, Laura, Baptiste et Dominique pour vos présentations. C'était vraiment très intéressant. Je veux aussi remercier notre équipe de bénévoles sans qui tout ça serait vraiment pas possible. Donc ce soir, on avait Florence à la projection, Zacharia à la captation. On avait Alexis et Audrey à l'accueil, mais il y a aussi Justine qui n'est pas là ce soir et Lucille qui ont travaillé là, en arrière-plan et qui ont fait un super travail. Merci. Donc, merci beaucoup au pub L'Île Noire là, de nous recevoir si bien à chaque fois. Là, au service, on avait le riz, puis en cuisine, on avait Tammy. On a aussi eu William un peu au service, je pense. Merci beaucoup. Et finalement, merci à nos commanditaires, le FRQ, la FECH et la FESPED. Merci beaucoup. Oui, on peut les applaudir. Et cette soirée-là n'aurait pas été la même sans notre super collaborateur, le CSBQ. Merci d'avoir été là avec nous. Merci infiniment. Donc là, je vous avais dit qu'on allait avoir un quiz en fin de soirée. C'est pas mal le moment de ce fameux quiz. Donc, il y a un code QR qui s'affiche derrière moi. Vous pouvez le scanner. Et il y a des consommations gratuites à gagner à la fin de la soirée. J'inviterai les présentateurs à rester pas trop loin parce qu'on va prendre une photo là, à la fin de la soirée avec tout le monde. Mais merci d'avoir été présents. On se revoit dans 5 minutes pour les résultats du quiz.